D'ailleurs, la transition est toute trouvée avec l'intervention de Monsieur Accomando, premier président de la Cour d'appel de Pau, puisque il va s'intéresser à l'articulation entre la carte des BOP et la carte judiciaire. Simplement 2 mots pour rappeler de quoi nous parlons. Il y a évidemment des programmes. C'est la terminologie utilisée par les lois, enfin la loi organique concernant les lois de finances. Donc la fameuse LOLF prévoit un budget de l'État organisé sous forme de programme. Donc à ce titre, il y a évidemment à la fois des programmes, et ces programmes sont déclinés par la suite en budget opérationnel de programme. Et donc là, la question qui va être abordée par Premier Président concerne cette articulation entre la carte des budgets opérationnels de programme et la carte judiciaire, parce qu'évidemment, là aussi, un certain nombre de recommandations sont formulées, mais je vais vous laisser le soin d'y revenir. Les propositions 1 à 4 du rapport, qui à cet égard sont extrêmement explicites. Donc, Monsieur le Premier Président, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, Mesdames, Messieurs, avant de commencer mon propos, je tiens à m'associer aux remerciements qui ont été adressés au professeur Bouvier, qui a dirigé ce groupe de travail, qui nous a permis d'avoir une expression libre, des échanges très fructueux avec les personnalités qui ont été auditionnées, d'où la production et l'élaboration de ce rapport qui vous est présenté ce jour. Alors, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, mon intervention, c'est sur le thème carte des BOP et carte judiciaire. Autrement dit, c'est centré sur les perspectives d'autonomie de gestion au niveau local. Et si on essaye encore de reformuler cette présentation, c'est comment concilier une organisation judiciaire qui soit en adéquation avec les organisations administratives et juridictionnelles des juridictions judiciaires. En introduction, 3 éléments. 3 éléments et en comparaison avec les juridictions administratives. Premier point sur la structure des budgets opérationnels de programme. Il a été fait le choix, en matière de justice judiciaire, d'avoir plusieurs budgets opérationnels de programme géographiques, à la différence des juridictions administratives, pour lesquelles il n'existe qu'un seul BOP, le Conseil d'État. Le choix de ces BOP géographiques suppose donc un nombre limité de BOP pour que ceux-ci soient efficients. Première donnée. Deuxième donnée, celle qui corrèle les BOP et l'organisation administrative de la justice. Les chefs de cour d'appel judiciaire sont les responsables de l'administration judiciaire du ressort, qui comprend toutes les juridictions du premier degré. Toutes les cours d'appel judiciaires sont aujourd'hui des unités opérationnelles, ce qu'on appelle des UO. Alors qu'en matière de justice administrative, il n'existe pas ce lien entre les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, puisque toutes les juridictions administratives sont des unités opérationnelles, dont certains même avec des budgets très modestes, et qui dépendent directement du BOP du Conseil d'État. Je crois qu'il y avait ce matin l'un des intervenants qui qualifiait ce système du Conseil d'État un petit peu de pyramidal, pour pas dire autre chose. Deuxième élément donc de spécificité. Et enfin, troisième point qui est important d'avoir à l'esprit lorsqu'on va examiner cette possible conciliation entre carte des BOP et carte judiciaire, le fait qu'il existe un maillage territorial judiciaire ancien. En matière de justice administrative, il faut rappeler que les cours administratives d'appel ont été créés par une loi de 1987 et que, par exemple, la Cour d'appel de Versailles a été créée par un décret de 2004. En revanche, nos cours d'appel, du moins celles qui sont sur le territoire métropolitain, elles s'inscrivent dans l'histoire et les liens avec les territoires sont très forts. Mon propos va se décliner en 3 temps. Dans un premier temps, très rapidement, puisque cela a déjà été vu ce matin,
un constat. Le constat qui est le suivant: l'organisation actuelle, qui est le fruit d'une première tentative de conciliation entre organisation budgétaire, organisation administrative et juridictionnelle, ce système-là se révèle insatisfaisant. Deuxième temps, on va examiner quelles sont les nouvelles bases qui sont proposées par le groupe de travail. Je vais déjà les résumer par une formule: un BOP, une cour d'appel, un pôle chorus. Et enfin, dans un troisième temps, on va voir les conséquences qu'il faut tirer de ces nouvelles orientations quant à la redéfinition des cours d'appel. Tout d'abord, sur cette organisation actuelle qui a été le fruit d'une première tentative de conciliation, puisque s'il existe aujourd'hui 10 budgets opérationnels de programmes métropolitains, il faut bien avoir en tête que ce système, il est assez récent. Il a été mis en place en 2012 et constituait déjà, il y a quelque temps, une première tentative de conciliation de différents modes d'organisation judiciaire. Pourquoi ? Dans un premier temps, on voulait un nombre réduit de BOP pour donner du sens à ces structures. Donc, il a été fait le choix d'en choisir simplement une dizaine. En même temps, la création de ces BOP judiciaires permettait de conserver une autonomie des juridictions judiciaires, alors que dans le même temps se développaient des plateformes interrégionales du ministère de la Justice aux offres de services très larges. Donc il fallait créer une instance qui puisse préserver cette spécificité judiciaire, et c'est pourquoi ces BOP ont été réduits à une dizaine. Mais en même temps, le nombre de cours d'appel restait toujours aussi élevé, et donc des instances ont été développées au sein des BOP, instances qui ont déjà été évoquées, comité de pilotage stratégique, comité de pilotage opérationnel, pour permettre à l'ensemble des chefs de cour d'être associés au fonctionnement de ces BOP. Les limites de ce système ont déjà été exposées ce matin. Le pilotage est difficile à réaliser pour les responsables du BOP, puisqu'ils n'ont pas réellement une véritable autorité sur les autres premiers présidents du ressort. Et puis, par ailleurs, deuxième élément de faiblesse, le ministère n'a pas véritablement joué le jeu des BOP en les contournant, comme par exemple avec la pratique des crédits fléchés. Je ne vais pas revenir sur ce point. La présentation qui a été faite en particulier par Régis Van Asbroek ce matin témoigne de ces dysfonctionnements. Donc, aujourd'hui, et lorsque le groupe de travail a été amené à se prononcer, il s'agissait d'essayer d'envisager un nouveau modèle et de remettre en quelque sorte l'ouvrage sur le métier. Les nouvelles bases donc, qui sont proposées par le groupe de travail, elles reposent sur le principe suivant: il faut une équation entre un BOP, une cour d'appel et un pôle chorus. Le groupe de travail considère que l'organisation budgétaire des cours d'appel doit suivre leur organisation administrative. D'où la proposition numéro 2, et vous avez bien fait, Monsieur le Président, de rappeler que je vais reprendre les 4 premières propositions, je vais essayer de toutes les énoncer. La proposition numéro 2 du rapport: simplifier la carte budgétaire des juridictions sur la base un BOP, une cour d'appel. Premier principe qui est posé par ce groupe de travail et qui est contenu dans le rapport. Dans le même temps, reprenant une analyse développée par la mission conjointe de l'Inspection générale de la justice et de l'Inspection générale des finances, dans un rapport déjà largement cité sur les dépenses de fonctionnement courant des juridictions, le groupe de travail estime qu'il importe de réformer la cartographie des pôles chorus. Cette proposition était d'ailleurs aussi avancée par les conférences des premiers présidents et des procureurs généraux. D'où la proposition numéro 3, contenue dans ce rapport: réformer la carte des pôles chorus pour tendre vers l'objectif d'une cour d'appel, structure de gestion, un BOP, un pôle unique chorus. Ainsi exposé, cela paraît simple, mais vous le savez,
immédiatement se pose la question principale du dimensionnement de ces nouvelles cours d'appel. Cette approche budgétaire nous amène à envisager une nouvelle conception de la notion des cours d'appel. Troisième temps de ma présentation, cette nouvelle conception des cours d'appel. La notion actuelle des cours d'appel recouvre deux réalités distinctes. La cour d'appel, c'est tout d'abord une juridiction qui examine en second degré les appels des décisions des juridictions du ressort, mais c'est aussi un organe de gestion et d'administration des juridictions du ressort. La mise en œuvre du principe un BOP, une cour d'appel, un pôle chorus entraîne à effectuer une distinction entre ces deux fonctions des cours d'appel. Prenons tout d'abord la première fonction, celle de cour d'appel, organe de gestion administrative et budgétaire. Cette cour d'appel, telle qu'on l'appréhende à ce stade, elle est entendue comme étant l'organe de gestion et d'administration du ressort. Peut-être pour lever toute ambiguïté, conviendrait-il d'adopter une autre expression plus significative, du genre région judiciaire, conseil régional de justice, ou bien de définir cette cour d'appel non pas par le nom de la ville où elle a son siège, mais par le nom d'une région administrative ou géographique. Exemple, la cour d'appel des Hauts-de-France. Nous avons aujourd'hui sur le territoire métropolitain 30 cours d'appel, 10 BOP, 18 pôles chorus. Il est évident que si on veut arriver à une équation, une cour d'appel, un BOP, un pôle chorus, forcément, cela va entraîner une réduction des cours d'appel telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et cette réduction du nombre de cours d'appel, elle est aussi préconisée par la Cour des comptes dans son rapport sur la réforme de la carte judiciaire. Là, j'évoque la notion cour d'appel, organe de gestion. Un autre élément à prendre en compte sur la détermination, la délimitation du contour de ces cours d'appel, organes de gestion, c'est la prise en compte de la détermination de politique publique dans un cadre régional. Cette nécessité de prendre en compte une meilleure cohérence des politiques publiques avec les services de l'État intervenant à l'échelon régional est surtout mise en avant par la conférence des procureurs généraux. D'où la proposition de cette conférence afin que les ressorts des cours d'appel, quel qu'en soit le nombre au sein de chaque région administrative, s'inscrivent à l'intérieur des frontières de ces régions. Autre point, le renforcement des compétences de ces nouvelles cours d'appel en matière budgétaire et comptable suppose, pour le coup, une adaptation à la carte administrative des régions. En effet, les principales administrations correspondantes des juridictions judiciaires en matière de comptabilité publique ou de marché public sont organisées à un niveau régional. En synthèse sur ce point, il est possible de dégager deux axes pour la détermination du ressort de ces cours d'appel organes de gestion. Premier axe, les limites des ressorts des cours d'appel doivent être cohérents avec la carte des régions administratives, ce qui signifie qu'aucun ressort ne doit chevaucher plusieurs régions administratives. Deuxième temps, une région pourrait comporter plusieurs cours d'appel. Ce que j'énonce ici, c'est simplement la proposition de la conférence des premiers présidents, proposition à laquelle j'adhère pleinement. Dans notre délibération du 12 mai 2017, nous avons d'ailleurs considéré qu'il serait possible de ramener à une vingtaine le nombre de cours d'appel sur l'ensemble de la France, nombre de cours d'appel, structure de gestion. Vous l'avez bien compris, ça c'est la cour d'appel, structure de gestion pour lesquelles il y a une adéquation entre les budgets opérationnels de programme et les pôles chorus. Deuxième temps, qu'en est-il des juridictions d'appel, des lieux où véritablement va s'exercer ces compétences juridictionnelles? C'est à mon sens l'élément qui doit être déterminant dans ce qu'on appelle aujourd'hui pudiquement l'adaptation de l'organisation judiciaire.
Notre approche budgétaire de la question de l'indépendance judiciaire nous amène à traiter simplement dans un second temps cette question. Mais pour nous, juges, cette question elle est primordiale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et ça se traduit dans le groupe de travail, a été placée en numéro 1 dans le rapport la proposition de réorganisation de la carte des cours d'appel actuelle. Je vous rappelle cette proposition numéro 1, réorganiser la carte des cours d'appel pour améliorer le fonctionnement des cours à partir d'une taille critique, tant en ce qui concerne le nombre de magistrats et la spécialisation de ceux-ci, que de personnel de greffe et de personnel administratif. Donc, le groupe de travail et le rapport préconisent de réorganiser la carte des cours d'appel. Le groupe de travail s'est arrêté là. Je vais un petit peu plus loin en m'appuyant sur deux éléments. D'une part, un élément qui est acquis par tous au débat. Et je crois que ça, c'est une donnée qui est constante. On a tous vécu, ou du moins reste pour tous dans la mémoire, la notion de réforme de la carte judiciaire qui a causé pour certains un traumatisme par la suppression des juridictions. Et donc, il y a un premier point, mais qui est véritablement acquis au débat par tous les intervenants, tous ceux qui sont manifestés sur ce point, c'est le maintien des lieux de justice actuels. En clair, pas de suppression de sites des cours d'appel actuels. Madame le garde des Sceaux l'a rappelé, tous les lieux actuels de justice seront maintenus. C'est aussi une demande très forte de la conférence des premiers présidents. Ce qui nous renvoie à un autre débat. L'autre débat, c'est comment répartir les contentieux entre les juridictions d'appel, anciens sites de cours d'appel tels qu'on les connaît aujourd'hui, au sein de la cour d'appel, organe de gestion. Et c'est ici qu'il y a un véritable enjeu pour la réussite de cette réforme de l'adaptation de l'organisation judiciaire. Il convient d'éviter un écueil. Ce serait le regroupement des contentieux spécialisés dans les juridictions d'appel, sièges de cour d'appel nouvelle formule, et une réduction à la portion congrue, contentieux dits de proximité, pour les autres juridictions d'appel. Il est possible à ce stade, et nous sommes en matière de prospective, et c'est d'ailleurs un petit peu le sens de cette première séquence, puisqu'il y avait un point d'interrogation sur quelles orientations, plusieurs critères peuvent être envisagés pour la répartition de ces contentieux. Tout d'abord, celui qui a été proposé par le groupe de travail, la taille critique. Pour qu'une juridiction d'appel soit spécialisée dans un contentieux, il convient qu'un nombre minimal d'affaires de ce contentieux soit porté devant cette juridiction. Premier critère. À ce premier critère, il y en a un qui, à mon sens, a aussi une importance, c'est la taille efficiente. Certaines cours d'appel ont acquis une taille qui rend désormais difficile une bonne organisation des services. Et il serait certainement préjudiciable au service public de la justice d'accroître encore les compétences de ces cours. Autre critère, l'accès des justiciables. Même si ce critère est moins important que pour les juridictions de première instance, il convient pour certains contentieux de privilégier une diversité des sites et une proximité. Tel le cas, par exemple, du contentieux de la famille. Autre critère, l'aménagement du territoire. Le citoyen que je suis s'étonne toujours de l'attraction exercée par les métropoles régionales. Après avoir connu Paris et le désert français, on est désormais sur une formule les métropoles régionales et les déserts régionaux. Attention à ne pas aggraver ce déséquilibre par un regroupement de contentieux spécialisés dans les métropoles régionales. La conférence des premiers présidents est particulièrement attentive à ces critères de répartition. Dans la délibération que j'ai déjà citée du 12 mai 2017, elle préconise que chaque juridiction d'appel assurerait bien sûr le traitement des contentieux de proximité, étant entendu que les contentieux spécialisés pourraient être répartis entre les juridictions du nouveau ressort en tenant compte de l'équilibre et des spécificités du territoire. Pour ma part, j'irai même un tout petit peu plus loin. Nous connaissons aujourd'hui
non pas une carte judiciaire, mais au moins une vingtaine de cartes judiciaires en fonction des contentieux. Pôle de l'instruction, JIRS, juridiction compétente en matière d'adoption internationale, juridiction compétente pour connaître des actions en matière de propriété intellectuelle. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais véritablement, il existe une multitude de cartes de compétences juridictionnelles. Alors, pourquoi ne pas poursuivre et essayer de rechercher sur cette voie? Pourquoi ne pas avoir des compétences juridictionnelles pour des juridictions d'appel à géométrie variable? Prenons un exemple très concret. Aujourd'hui, les appels des juridictions sociales du Vaucluse relèvent de la Cour d'appel de Nîmes. Avec le schéma qui est proposé, le Vaucluse devrait basculer, et j'emploie toutes les réserves, sur une autre cour d'appel qui dépendrait du ressort de la région PACA. Pourquoi ne pas envisager, par exemple, que les appels en matière de juridiction sociale soient traités par la juridiction d'appel de Nîmes? Qu'est-ce qui l'empêche? Les appels des autres procédures pouvant toujours relever de la cour d'appel de la région PACA. On peut essayer d'imaginer des systèmes pour veiller à éviter d'atteindre les critères qui sont taille critique minimum, taille efficiente des juridictions, et faire en sorte qu'il y ait une bonne répartition. La condition préalable pour ajouter encore un critère supplémentaire à cette carte judiciaire, c'est que le justiciable soit informé du lieu de la juridiction d'appel. En cette matière, nous devons veiller à ce que l'application des principes généraux et logiques ne produise pas un effet inverse à celui recherché, c'est-à-dire permettre au justiciable d'accéder à une juridiction d'appel en ayant accès à des magistrats spécialisés dans les meilleures conditions. Très rapidement, avant de conclure, 2 séries de remarques. Première série de remarques sur les rapports des cours d'appel BOP, organes de gestion, avec les délégations interrégionales du secrétariat général. Ces nouvelles délégations interrégionales qui remplacent les plateformes interrégionales sont placées sous la direction du secrétariat général du ministère. Il est apparu aux membres du groupe de travail qu'il serait souhaitable d'assurer la cohérence du fonctionnement des délégations interrégionales avec celui des cours d'appel en veillant à garantir l'autorité des chefs de cour d'appel sur les plateformes lorsque celles-ci interviennent dans le fonctionnement des juridictions. C'est une proposition qui a été formulée par le groupe de travail. Autrement dit, et pour être très clair dans le propos, il faut éviter toute césure entre les délégations interrégionales qui remonteraient directement, exclusivement au secrétariat général et les juridictions. Et cette préconisation a aussi été avancée par la mission commune d'inspection justice-finance, c'est la proposition numéro 35. Et puis mon dernier point concerne un thème qui est les marges d'autonomie des tribunaux judiciaires. Il faut, en matière de gestion des juridictions, redonner une marge d'autonomie aux juridictions de première instance. À mon sens, la réforme essentielle à conduire dans le cadre de l'adaptation de l'organisation judiciaire concerne d'abord l'harmonisation des procédures civiles et la création d'un tribunal unique, le tribunal judiciaire. Le tribunal judiciaire, pendant du tribunal administratif, constitue certainement un modèle souhaitable d'organisation des juridictions du premier degré. Mais là, nous sommes déjà un peu éloignés du sujet, et ce sujet qui est important mériterait certainement à lui seul un colloque. Pour conclure, je dirais que Madame la ministre de la Justice a fait de l'adaptation de l'organisation judiciaire un des 5 chantiers prioritaires de la justice. Le rapport qui vous est présenté aujourd'hui contient des propositions concrètes qui peuvent nourrir cette réflexion. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. D'ailleurs, dans votre propos, on voit bien que vous vous êtes évidemment fortement nourri aussi de votre expérience pour faire un certain nombre de propositions.